Dialogue au sommet, le président Reagan s'entretient à la Maison-Blanche avec le ministre soviétique des Affaires étrangères. La riposte de l'ETA à la collaboration franco-espagnole. En Pays basque espagnol ce matin, 3 gardes civils tués, 5 autres blessés dans une explosion. L'ETA menace aussi de s'en prendre aux intérêts français dans toute l'Espagne. Les journées parlementaires du RPR, la cohabitation et la réforme électorale au cœur des débats. Modification du permis de conduire, le ministre des Transports confirme la création d'un permis probatoire de 2 ans pour les jeunes conducteurs. Madame, Monsieur, bonsoir. Pour la première fois depuis qu'il est aux affaires et à quelques semaines seulement de l'élection présidentielle américaine, Ronald Reagan a reçu aujourd'hui à Washington un dignitaire soviétique de très haut rang, l'homme qui incarne depuis 27 ans la diplomatie soviétique, Andrei Gromyko. Une rencontre qui, dans le climat de chaud-froid qui règne entre Washington et Moscou, a plus valeur de symbole que de progrès décisifs vers la détente. De Washington, Édouard Laure. C'est un Gromyko souriant, détendu, qui est arrivé à 10 heures précises ce matin à la Maison-Blanche, un endroit que le ministre soviétique des Affaires étrangères connaît bien. Il en est à sa 9e rencontre avec un président américain. Ronald Reagan semblait peut-être un peu plus tendu. Pour lui, c'est sa première rencontre avec un responsable soviétique depuis son arrivée au pouvoir il y a 3 ans et demi. Un événement, si l'on en croit les dizaines de caméras qui se bousculaient dans le bureau ovale du président et qui clôture une semaine agitée pour ce qui est des relations entre Washington et Moscou. Maintenant, est-ce que ça veut dire que ce soir, on en est revenu après ces 3h30 de discussion ici à une reprise du dialogue entre les deux super grands? Ce serait sans doute aller un peu vite. Ronald Reagan comme Gromyko sont arrivés au résultat qu'ils souhaitaient. Pour le premier, à quelques semaines de sa probable réélection, démontrer au monde et avant tout aux Américains qu'il est ouvert à toute possibilité de négociation avec les Russes, même si beaucoup restent sceptiques devant cette nouvelle image de Ronald Reagan. Quant à Gromyko, il est maintenant en mesure de dire, vous voyez, les soviétiques ne rejettent aucune forme de dialogue, la preuve, ma visite ici. Et s'il n'y a sans doute rien d'autre à retenir de cette rencontre à la Maison-Blanche, chacun reconnaît que le fait que les deux hommes se soient vus est en soi un événement. Mais sans trop d'illusions pour l'avenir, il faudra maintenant attendre le résultat des élections américaines du 6 novembre pour qu'une nouvelle initiative soit engagée autant par Washington que par Moscou. Le blocus de la frontière entre la France et l'Espagne est levé à Hendaye. Les camionneurs français, satisfaits des assurances données la nuit dernière par le gouvernement espagnol, ont décidé de lever leur siège. Sur place, Thierry Calmette. 3. Oui à la levée du blocus, 173. Oui à la levée des barrages, mais seulement 300 votants. Les routiers présents cet après-midi sur l'autoport d'Hendaye étaient plutôt embarrassés à l'annonce des résultats. Depuis mardi soir, plus d'1 millier de camions bloquaient les accès vers l'Espagne. Un mouvement spontané, les organisations professionnelles étaient débordées. Les routiers exigeaient la sécurité dans la traversée du Pays basque espagnol. Aujourd'hui, ils ont fait, non sans difficulté, l'apprentissage de la démocratie directe. Ils devaient se prononcer sur les mesures proposées ce matin par les Espagnols. Protection assurée par la garde civile et versement rapide d'indemnités pour les camionneurs sinistrés. Les routiers étrangers, naturellement favorables à la levée du blocus, devaient-ils voter? Ils l'ont fait, mais après l'annonce des résultats, les passions restaient vives. Moi, j'ai voté pour la levée du blocage. Pour quelle raison? Pour des raisons personnelles, disons. Je pense qu'on passe pour des rigolos. On passe pour des rigolos parce qu'on a fait grève pour un truc, et puis qui c'est qui nous le met dedans? C'est les Espagnols et les Portugais. Vers 18h30, le barrage commençait à se disloquer. Les dernières discussions faisaient bientôt place à la routine des formalités douanières. La voie est libre. Un engin incendiaire qui heureusement n'a pas fonctionné a été découvert cet après-midi contre une balise de l'aéroport de Biarritz. L'action a été revendiquée par un commando autonome de soutien aux réfugiés basques. 2 jours après l'extradition des 3 militants basques espagnols qui sont maintenant incarcérés à Madrid, l'organisation indépendantiste basque, l'ETA militaire, réplique. À l'adresse de Paris, l'ETA annonce qu'elle va étendre son action contre les intérêts français à toute l'Espagne. À l'adresse de Madrid, une violente explosion tôt ce matin à Alegria a provoqué la mort de 3 gardes civils. Hervé Brusini. Un simple petit fil est tendu au milieu de ce chemin.
Dans la nuit, un garde civil le heurte de la pointe du pied. 8 kilos d'explosifs sautent. 3 hommes sont tués. Une demi-heure auparavant, un coup de téléphone avait prévenu « Attention, il y a une bombe sur la voie ferrée, le piège était tendu ». 5 gardes civils ont été blessés par cet attentat. L'un d'eux est actuellement entre la vie et la mort dans cet hôpital Santiago de Vitoria. Ces éclats, les médecins les ont extraits de son corps. Derrière le mur de l'hôpital, les parents crient leur douleur. Ils crient aussi vengeance contre l'ETA militaire, l'organisation séparatiste basque, auteur de l'attentat. Au gouvernement civil de Vitoria, une chapelle ardente est dressée. C'est l'heure de la prière. Tous les pronostics laissaient penser qu'il se passerait quelque chose en relation avec les derniers événements. Une fois de plus, le terrorisme de l'ETA a frappé. Nous y ferons face, mais je suis convaincu que la meilleure réponse à lui apporter, c'est la démocratie en Espagne et au Pays basque. C'est donc bien au niveau politique que se pose le problème basque. Pour ne plus voir d'autres cercueils, la jeune démocratie espagnole va devoir faire ses preuves. Même si on en finit avec l'ETA, le problème de la violence ne sera pas pour autant résolu. La seule solution, c'est une véritable négociation entre toutes les parties. Aujourd'hui, tous ceux qui travaillent ici pour des intérêts français sont inquiets. L'attentat de cette nuit a eu lieu sur la voie ferrée qui va de Paris à Madrid et ils y voient plus qu'un symbole. Cet attentat, c'est aussi une réponse politique de l'ETA militaire à Madrid. En effet, depuis plusieurs mois, des négociations étaient ouvertes entre un haut fonctionnaire espagnol, un haut magistrat de Madrid et l'ETA militaire. Or, il semble que Madrid ait instamment désiré les extraditions pour être en position de force dans ces négociations. Avec cet attentat, ce matin, l'ETA militaire vient brutalement de mettre fin à ce dialogue et ce qu'on appelle ici la sale guerre n'est pas terminé. Passons à l'actualité politique en France avec les journées parlementaires du RPR. Après l'UDF, le Parti socialiste et le Parti communiste, c'était au tour des élus du parti de Jacques Chirac de faire le point de la situation politique. Un double thème a dominé leur débat, la réforme électorale, ils sont contre l'introduction de la proportionnelle, et aussi la cohabitation éventuelle avec le chef de l'État en cas de victoire de l'opposition aux prochaines législatives. Jean-Louis Le Senne. Le vent des journées parlementaires UDF de Cannes a soufflé aujourd'hui ici aux journées RPR sur le littoral catalan. Dans une ambiance moins guindée, certes, malgré certains états d'âme, mais avec un même mot qui revient comme un leitmotiv dans toutes les conversations et quelques discours, cohabitation. La cohabitation possible en 86 d'un Premier ministre de droite et de François Mitterrand. D'entrée de jeu, le président du groupe RPR à l'Assemblée a tranché. Personne n'imagine qu'entre les socialistes et nous, il existe des voies communes et les chances d'une cohabitation. L'opposition est trop forte dans la réalité française pour ne pas réclamer pour elle la responsabilité du pouvoir. Aujourd'hui, aussi bien qu'en 1986, elle est et elle sera porteuse d'une trop forte espérance pour la galvauder en de médiocres compromis. Des propos qui semblent se rapprocher de ceux de Raymond Barre et s'éloigner de la doctrine chiracienne en la matière. En fait, Claude Labbé n'a pas demandé explicitement à François Mitterrand de se démettre en cas de victoire de la droite en 86, mais il doute fort que le président accepte, lui, de se soumettre. Alors c'est au chef de l'État de choisir, tradition gaulliste oblige. Tout comme le gaullisme oblige le RPR à refuser sans appel l'introduction de la proportionnelle pour les législatives. Décidément, ces journées parlementaires de Port-Barcarès ont commencé sur les chapeaux de roue. Claude Labbé a ensuite atténué ses propos. Le RPR n'a pas encore déterminé sa position sur la cohabitation, a-t-il dit. Parmi les ténors de l'opposition, Pierre Bérégovoy choisit un interlocuteur. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, qui était aujourd'hui l'invité de Radio Monte-Carlo, propose à Raymond Barre un débat au Parlement ou ailleurs sur la politique économique. La production de la régie Renault, toujours affectée par des mouvements de grève dans 3 usines de la régie. Le point, Martine Gilson. La production des R25 a été sérieusement perturbée ici, à Sandouville. À Cléon, grève moins suivie qu'hier.
Mais à Douai, le climat s'est durci. Les R9 ne sont pas sortis de l'usine. Partout, syndicats et directions ont discuté en vain. Pas de négociations prévues ce week-end, à Douai notamment. On voit mal comment le travail pourrait reprendre normalement lundi, même si la direction de la régie reçoit ce jour-là la CGT. Elle recevra l'ensemble des syndicats pour parler salaire le 4 octobre, le jour de l'ouverture du salon de l'auto. Et d'après le quotidien britannique, le Financial Times, Renault, qui était l'an dernier la première marque sur le marché européen de l'automobile, Renault serait tombé à la 6e place au cours de ce premier semestre, en tête Fiat. Suivons à nouveau le bœuf. Je vous le disais hier, les bouchers vont appliquer au prix de détail de la viande de bœuf la baisse des prix enregistrée depuis plusieurs mois à la production. Sous peine de sanctions, la Confédération nationale de la boucherie promet une baisse de 1 à 2%. Geneviève Moll. La baisse de 1% sur toutes les catégories de viande de bœuf à prix réglementé et de 2% sur des morceaux en promotion ne réjouit pas tous les bouchers. Moi, je ne peux pas baisser d'1%. Moi, je fais que de la belle viande de qualité, je ne peux pas la baisser. Puisqu'elle n'arrête pas d'augmenter, moi. Toutes les semaines, ça augmente. Du côté du professionnel, avec les frais que l'on peut avoir, qui ne cessent d'augmenter, disons que moins on baissera et mieux nos charges pourront être couvertes. Pourtant, certains bouchers qui appartiennent à des groupements ont anticipé la baisse du prix au kilo. Elle a déjà baissé depuis donc 4 jours. De combien? De 4 francs au kilo environ. Mais sur quel morceau vous baissez 4 francs? Sur les steaks et sur les roast beef. Hein. Ça fait systématiquement une baisse approximativement de presque 10%. Les consommateurs, cependant, ne retiennent qu'une seule chose. Le steak est cher et 1% de baisse, cela leur paraît bien peu. Oh, je trouve que c'est de la fumisterie. C'est-à-dire Je dis que c'est de la fumisterie, c'est la baisse sur l'augmentation sur tous les points, quoi. Oh, bon, c'est de la rigolade, ça. C'est du vent. Pourquoi 1%. Pourquoi faire tellement de bagarres, de baratins, etc. pour 1%? Dans mon porte-monnaie, ça donnera rien. Parce que sur la balance, vous savez, hein, on va certainement pas nous en faire cadeau, je ne crois pas. On verra bien à l'usage. Si l'on promet donc une baisse des prix au détail, c'est parce que le cours de la viande a baissé sous le poids des excédents de la production laitière. Christian Marimonneau nous explique la chaîne de la viande. La baisse du prix de la viande a 3 raisons. Tout d'abord, un accroissement de l'abattage des vaches depuis 1 an. Les producteurs ont voulu rajeunir leurs troupeaux, d'où un effet sur les prix à la production. Ensuite, l'application des quotas laitiers décidés par Bruxelles. Cette réduction de la production de lait passe aussi par l'abattage de vaches. Enfin, la menace à peine voilée que le ministère de l'économie a fait peser sur les bouchers. Cette baisse des prix à la production aurait pu être plus importante, mais la France a stocké de la viande pour éviter la chute des prix. Plus l'augmentation des charges des bouchers et des grossistes, d'où cette faible baisse des prix à la consommation. En tout cas, au cours des 6 premiers mois de l'année, la France a bien respecté le quota de production de lait qui avait été fixé par la Commission de Bruxelles. Quelques 500 agriculteurs ont manifesté aujourd'hui en Avignon contre l'entrée de l'Espagne et du Portugal dans le marché commun et aussi contre l'importation de raisins italiens. Le ministre de l'Agriculture, Michel Rocard, qui assistait à la clôture du congrès de la Fédération européenne de l'agriculture, Michel Rocard a dû quitter le Palais des Papes par une porte dérobée pour éviter les manifestants. Un mot du dollar qui, après les mouvements erratiques de la semaine, est resté plutôt stable. Aujourd'hui, la devise américaine a coté à Paris 9,28 francs, mais ce soir à New York, le mouvement est à nouveau à la hausse. À l'étranger, pour la première fois depuis l'intervention militaire soviétique en Afghanistan il y a 5 ans, le Pakistan a officiellement accusé aujourd'hui le régime de Kaboul d'avoir lancé un raid aérien sur une localité pakistanaise proche de la frontière. À Tori Mangal, qui est l'un des principaux points de passage des réfugiés et des maquisards afghans, le bombardement qui a eu lieu hier soir aurait fait 82 morts. Ce nouveau raid confirme la pression militaire accrue que Moscou et Kaboul font peser sur le Pakistan pour le contraindre à cesser toute espèce d'assistance aux maquisards.
Voilà 11 jours maintenant que notre ami Jacques Abouchar est prisonnier des forces soviéto-afghanes en Afghanistan. Demain à 17h50, le magazine de notre rédaction vous propose le dernier reportage de Jacques Abouchar, de Jean-Louis Saporito et de Georges Janssen avant qu'il ne tombe dans une embuscade en territoire afghan tout près de la frontière. Vous verrez aussi l'enquête filmée menée sur les lieux par Gérard Sebag et Philippe Péter. Tout de suite, un extrait du dernier reportage de Jacques Abouchar. On a trouvé un convoi d'armes qui devait aller à Herat. Donc un groupe de Moudjahidines, qui sont les Jamiat islamiques, nous a proposé de se joindre à ce convoi d'armes. Donc il y avait 2 gros camions bleus. Donc nous sommes montés dans les camions à l'arrière, là, sur les caisses de munitions, et nous sommes partis à Rabat, qui est une ville. Il y a 48 heures de voiture. On s'arrêtait juste 2-3 heures pour dormir, puis pour les prières en fait. Et là, ça traverse tout le Balochistan, donc au Pakistan. On est arrivé à Rabat, et puis on devait partir 2-3 jours après sur Herat, en passant par une piste juste à côté de la frontière iranienne. Et les armes, elles, passaient par l'Iran. Ils attendaient d'avoir les autorisations de l'Iran. Puis alors là, on a été bloqués sous la tente, et tous les jours, ils nous disaient bon, on part demain. Et en fait, on est resté 18 jours là, sous la tente. Un petit peu, pas comme des prisonniers, mais un petit peu reclus, parce qu'on ne pouvait pas du tout pratiquement pas sortir de la tente, parce qu'il ne fallait pas que les autres groupes de Moudjahidines nous voient, parce qu'entre eux, il y a des fois, ils se méfient les uns des autres. Il n'y a pas de résistance unifiée et tout. Le comité pour la libération de Jacques Abouchar, le comité qui réunit quelques-uns des plus grands noms de la presse française, a été reçu cet après-midi par le président d'Antenne 2, Pierre Desgros. Madame Françoise Giraud, Claude Imbert, Denis Perrier-Daville, Jacques Amalric, Jean Lacouture, André Potard, Noël Copin et Michel Honorin ont écouté les explications de Michel Toulouse et discuté des démarches complémentaires qui pourront être entreprises pour faire pression sur les gouvernements de Moscou et de Kaboul. Le maire de Toulouse, Dominique Baudis, qui n'oublie pas qu'il est journaliste et qui est aussi député européen, va présenter une résolution d'urgence à la prochaine session de l'Assemblée de Strasbourg pour exiger la libération de Jacques Abouchar. Que se passe-t-il exactement au Tchad? D'après les autorités tchadiennes, les Libyens contrôlent 12 bases au nord du 16e parallèle, mais il n'y a toujours aucun signe de repli du côté de leurs troupes. L'armée du président Hissène Habré se dit cependant prête à reprendre le contrôle de Faya Largeau et de Fada au nord du pays dès que les Libyens les auront évacués. Le chef de la diplomatie libyenne assure que l'opération se déroule normalement et selon le porte-parole du gouvernement français, Roland Dumas, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. La situation au Tchad, Gérard Rinet. 72 heures après le jour J, l'opération retrait des troupes françaises se poursuit, même si elle semble marquer un temps d'arrêt. Après les avant-postes de Salal et d'Arada, les forces françaises se préparent à quitter les 2 grosses garnisons du Nord, Moussoro et Biltine. Tout en conservant un dispositif opérationnel de riposte, une attaque des forces du Nord appuyée par la Libye reste toujours possible. D'autant que pour le moment, les observateurs n'ont constaté aucun mouvement de repli vers le Nord, contrairement à ce qu'affirmait hier soir le ministre libyen des Affaires étrangères à l'ONU après un entretien de 45 minutes avec Claude Chesson. Pourtant, à Paris, on semble choisir la confiance avec la Libye. Il n'y a, dit-on, aucune raison de mettre en doute la volonté libyenne de quitter le Tchad. Votre objectif actuel est à 25 nautiques dans le 360. Il semble que sur le terrain, l'armée libyenne se heurte à des problèmes de carburant pour évacuer ses positions, ce qui expliquerait ce retard. Reste que si cette pause dans le retrait n'implique pas un arrêt du processus, qui doit s'échelonner sur 45 jours, elle risque de conforter le président Hissène Habré, qui ne croit pas, lui, au retrait des Libyens, à quelques jours de sa visite officielle à Paris. C'est en fait vendredi prochain que le président tchadien sera reçu à l'Élysée par le président Mitterrand. En mer du Nord, l'opération de récupération de la cargaison du Mont-Louis se poursuit. 6 nouveaux fûts d'hexafluorure d'uranium ont été repêchés aujourd'hui. Il en reste 7 dans l'épave et si le temps reste favorable, l'opération devrait se terminer demain.
Après la maladie, mais avant l'insécurité, les accidents de la route sont l'obsession des Français. C'est ce que prouve un sondage réalisé pour le ministère des Transports à l'occasion d'un colloque parlementaire sur la sécurité routière. Le ministre des Transports, de l'Urbanisme et du Logement, Paul Quillès, a confirmé aujourd'hui la prochaine réforme du permis de conduire avec la création d'un permis probatoire pour les jeunes conducteurs. Henri Bodiguel. Les conducteurs ayant 2 ans de permis seulement sont à l'origine de 3 fois plus d'accidents que les conducteurs ayant 10 ans d'expérience, indiquent les compagnies d'assurance. Le projet présenté ce matin propose donc 2 innovations principales. D'abord, suppression de l'épreuve audiovisuelle et remplacement par une épreuve pratique sur route. Ensuite, instauration d'une période probatoire de 2 ans avant l'attribution définitive du permis. Mais il est bien évident aussi qu'en ne roulant pas ou peu pendant ces 2 ans, le permis sera forcément accordé et la mise à l'épreuve n'aura présenté aucun intérêt. Imaginons que j'ai pas ma voiture, que je conduise tout à chaque vacances, je conduirai 3 fois dans mon existence et hop, j'aurai mon permis alors que j'aurais eu aucun accident peut-être, mais que je ne saurais absolument pas plus conduire qu'avant. Ce permis à l'essai n'est pas cependant la seule cause du scepticisme des responsables d'auto-école. Ils voient mal en effet comment on pourra dans la réalité remplacer l'épreuve audiovisuelle considérée comme inadaptée. Examen sur les règles du code de la route en voiture. Alors je vois difficilement comment on peut interroger en voiture parce qu'il va falloir trouver toute une signalisation adéquate et est-ce que c'est facile, possible présentement je vois pas tellement comment ça peut se concevoir ça. Hein, voilà. Il est bien évident que la prévention des accidents passe par un bon apprentissage et cet apprentissage ne peut être efficace et formateur que si l'éducation reçue est bien adaptée aux conditions actuelles de la circulation en général. La réforme de l'actuel permis apparaît donc comme une nécessité, ne serait-ce que pour éviter de retrouver dans un sondage publié ce matin que plus de 61% des conducteurs et 75% des passagers avouent avoir peur ou avoir eu peur en étant sur la route. Une proportion pour le moins inquiétante. Tout comme sont remarquables les 2 chiffres suivants, 76% des personnes interrogées désignent l'alcool comme étant l'ennemi numéro 1 au volant, mais 15% seulement accepteraient de ne pas boire avant de prendre la route. Une condamnation originale et bien trouvée prononcée par le tribunal de Besançon. Le prévenu avait traité de sale juif un automobiliste qui l'avait effleuré. Il a été condamné pour propos racistes à une peine d'intérêt général de 40 heures au musée de la Résistance et de la déportation de la ville. Un dernier tour d'honneur pour Paquiri dans la célèbre arène de Séville aujourd'hui. Le matador, mortellement encorné mercredi dernier, a eu droit au dernier témoignage de ferveur de dizaines de milliers d'aficionados venus de toute l'Espagne. Michel Perrault. Cris, applaudissements, les obsèques du torero se sont déroulées dans un climat passionnel, identique à celui qu'il provoquait dans l'arène. Plusieurs milliers d'aficionados se pressaient le long du cortège, des obsèques comparables à celles du célèbre Manolete, qui lui aussi avait trouvé la mort au cours d'une corrida en 1947. Cette femme, bousculée, pressée de toutes parts, c'est Isabel Pantoja, l'épouse de Paquiri, une vedette de flamenco. Ils s'étaient mariés il y a 1 an et demi. Avant d'arriver au cimetière, une dernière halte dans l'arène de Maestranza, où Paquiri avait connu ses plus grands triomphes. Jean Ragnotti sur Renault 5 Turbo a remporté aujourd'hui le 43e Tour de France auto à Nice. Patrick Naff. Au départ de la dernière spéciale, Jean Ragnotti ne savait pas encore qu'il allait sortir vainqueur du duel qu'il avait opposé à Jean-Claude Andruet pendant la plus grande partie de ce 43e Tour de France auto. Une très courte victoire, 21 secondes exactement, séparait la Renault de Ragnotti de la Lancia d'Andruet au bout de 4 jours de course, 2500 km et 30 spéciales. On ne donnait pourtant pas cher des chances du pilote de la petite R5 Turbo, trop juste en puissance face à la Lancia, mais aussi face à l'Opel de Fréquelin qui termine 3e, à la Quattro de Darniche ou à la BMW M1 de Béguin. Ragnotti a su profiter des casses de certains d'entre eux, mais aussi des routes humides où trop de puissance devient parfois un handicap. Je pense que ça a été un beau Tour de France et un beau rallye, justement à cause de ça, à cause de la bataille qui a eu lieu entre plusieurs pilotes avec très peu de secondes pendant 4 jours. Les pronostics de Pierre Edbresse pour le tiercé de demain à Évry, le 16, le 10, le 7, le 17, le 15, le 9, le 8 et le 3. 50 ans, tout arrive, Brigitte Bardot a 50 ans.
celle qui, si longtemps pour le monde entier, fut le sex symbole made in France, celle qui, selon le mot du général de Gaulle, rapportait au pays autant de devises que l'automobile, Brigitte Bardot a fêté dans l'intimité un anniversaire qui, d'une certaine manière, marque aussi l'histoire de nos mœurs. France Roche. Brigitte, Bribri, bébé. C'était un maquillage, une coiffure, un bikini de coton rose, une samba. Pour 3 ou 4 générations, elle fut le rêve des jeunes filles et peupla les rêves des jeunes hommes. Ce n'était pas exactement le même rêve. Dieu créa la femme, créa le mythe Bardot, fait d'amour et d'orage, de mariage et de suicide, ratés les uns et les autres. Elle, par contre, était réussie. Elle déclencha les plus belles bagarres, les plus folles passions, les articles les plus stupides. Car ce n'était pas seulement une star, mais l'incarnation de désirs confus qui ne pouvaient s'exprimer que dans le scandale. Son évolution a été celle d'une bonne moitié de ce demi-siècle. De l'insolence à la sérénité, elle a symbolisé la libération de la femme, l'abandon des vieilles morales, le droit d'être nue, de choisir son amour. Si j'avais su, j'aurais caché mon âge. Et si j'avais caché mon âge, on m'aurait pas fait suer avec mes 50 ans, parce qu'au lieu d'en avoir 50, peut-être on croirait que j'en ai 43 à l'heure actuelle. Mais malheureusement, j'ai pas caché mon âge. Alors évidemment, les 50 ans prennent une dimension, il est certain que c'est une date. En l'honneur de Brigitte Bardot, la Société protectrice des animaux a décidé d'ouvrir tous ses refuges samedi et dimanche pour 2 journées d'adoption exceptionnelles. Ce soir, à l'Opéra de Paris, c'est l'ouverture de la saison lyrique avec un opéra de Verdi qui n'y avait pas été joué depuis un siècle. Macbeth, dans sa version lyrique, vue par Jean-Claude Darigo. Deux monstres sacrés de l'art lyrique pour la nouvelle saison de l'Opéra de Paris, Shirley Verrett, la cantatrice américaine, et Renato Bruzone, le Macbeth de cette deuxième partie du XXe siècle. Il a interprété le rôle plus de 130 fois et attendu 1984 pour faire ses premiers pas au Palais Garnier. Le Macbeth de Shakespeare est une personne perfide et très méchante, un homme sanguinaire et assoiffé de pouvoir. Assetato di potere. Le Macbeth de Verdi est moins sanguinaire. C'est un personnage indécis, falot. Certes, il aime aussi le pouvoir, mais pas autant que le Macbeth de Shakespeare. Chez Verdi, Macbeth est littéralement possédé par sa femme, subjugué par elle. Le personnage cruel, sanguinaire, c'est Lady Macbeth. La force, la puissance, l'ambition, c'est elle. Macbeth est écrasé par cette force, par cette ambition. Sottomesso dalla potenza, dalla personalità di Lady Macbeth. Derrière ce spectacle somptueux, véritable recréation du Macbeth de Verdi 140 ans après, Antoine Vitesse, qui réalise ici sa 4e mise en scène lyrique, en collaboration avec Yanis Kokos, auteur des décors et des costumes. Le travail avec Shirley Verrett et avec Bruzone, c'est vraiment un travail qui met le metteur en scène en contact avec des tragédiens. Des tragédiens comme on imagine qu'étaient les tragédiens de l'Antiquité. Macbeth, une œuvre de jeunesse pour Verdi qui l'écrivit à 33 ans, et une préparation aussi à Othello et à Falstaff, 2 chefs-d'œuvre de la maturité du compositeur italien. Macbeth donc à l'Opéra de Paris, mais c'est Laurent Boussier qui va nous parler du temps de demain. Oui, un constat, il a fait beau aujourd'hui sur la majeure partie du pays parce que les nuages qui auraient dû passer au-dessus de nos têtes ont 24 heures de retard. Ceci dit, ils sont là, regardons la photo satellite. La perturbation qui était hier au voisinage de la Bretagne est avancée vers l'est et elle va recouvrir dans la nuit et demain toutes les régions allant du Pas-de-Calais aux Pyrénées. C'est la raison pour laquelle la carte du temps prévue pour demain est presque la même que celle d'hier. Voici la situation pour le milieu de la journée avec sur l'est de la France du beau temps. C'est celui qui a
prédominé aujourd'hui. Sur toutes les régions allant du Pas-de-Calais aux Pyrénées et au bassin méditerranéen, un temps couvert avec de la pluie, des averses et même des orages qui pourront être violents sur le Massif central et sur les Alpes. Enfin, plus à l'ouest, le temps redevient variable avec encore quelques averses, de belles éclaircies et des nuages. Les pressions sont en hausse, les températures aussi, comme dit le proverbe, à la Saint-Michel, les températures remontent au ciel avec 25 degrés à Toulouse et 25 degrés à Ajaccio, c'est bien, une moyenne sur la moitié sud de 24 degrés, sur la moitié nord de 19-20 degrés, avec quand même 2-24 degrés à Strasbourg et à Bâle. Notre agenda pour terminer. Demain, c'est le samedi 29 septembre. Le soleil se lève à 7h46, se couche à 19h33. C'est la Saint-Michel qui est le patron des parachutistes. À 22h40, Jacques Segui vous présentera notre dernière édition. Demain, 12h45, antenne de midi, 17h50, le magazine. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Très bonne soirée.